Eh bien, c'est bien sûr l'analyse. Mako Djanou, bonjour. Oui, bonjour Arthur, bonjour Laurent, bonjour à tous nos amis internautes et à tous les téléspectateurs. Et sans oublier également les auditeurs de la 102.3. C'est un plaisir. J'espère que vous portez bien. Super bien. Et la fraîcheur, comment est-ce que vous arrivez à... Je viens récemment d'un pays très frais, donc je ne sens pas encore la fraîcheur. D'accord. Laurent Tonekes, bonjour. Arthur Rendo, bonjour. Magou Djanou, bonjour. Téléspectateurs, ceux qui nous suivent ce matin, bonjour. Alors, l'actualité est très mûrie ce matin. Laurent Tonekes, on parle de fracture sociale grandissante. Amoussou dément les propos qui lui sont imputés, nous informe Le Potentiel. Amoussou est à la page et à la une de la majorité des quotidiens de ce matin, Laurent Tonekes. Après plusieurs jours, plusieurs mois de silence, plusieurs semaines de silence. Oui, malheureusement, nous sommes dans une période où les gens cherchent directement ou indirectement des soutiens. Et compte tenu des positions des uns et des autres, quand vous allez du côté de la mouvance, quand vous prenez la parole, vous parlez, ils essayeront de prendre dans ce que vous avez dit là, ce qui les intéresse, qui les arrange, qui les renforce. Et du côté de l'opposition également, quand vous prenez la parole et quand ils se retrouvent dans vos propos quelque chose qui pourrait les arranger, les renforcer, ils prennent ça. Et donc, c'est la période favorable à toute interprétation du discours. Et dans ce sens, c'est qu'il faut faire attention quand vous prenez la parole, parce que très vite, et d'ailleurs le patriarche Bruno Amoussou parle de contenu et de forme. Et bien évidemment, si je me réfère à une situation tout récemment aussi me concernant, je comprends que clairement, ça arrivera à tout le monde. Et donc, il vous revient alors de savoir quoi dire et quels mots utiliser pour que les gens ne les sortent pas de leur contexte pour vous attribuer un truc. Parce que oui, il faut rappeler que le Bruno Amoussou était au lancement du livre du père à Guénon, intitulé Bureaucratie et démocratie, je crois. Et puis, il a pris la parole. Donc, dans sa prise de parole, il a passé un message. Bon, oui, et il a généralisé en parlant des intellectuels africains et tout ça là. Mais là, les confrères lui collent quelques expressions, fracture sociale grandissante et de tension économique. Oui, justement, si vous réécoutez ce qu'il a dit, concrètement, vous comprendrez qu'il n'a pas attribué ce qu'il a dit, il n'a pas dit que le Bénin... Non. En fait, vous savez, c'est ce que je dis, c'est-à-dire le silence long, si vous voulez, de Bruno Amoussou de Jaco Tomé, était interprété à tort ou à raison comme étant un non-soutien ou un soutien discret du régime en place. On se posait beaucoup de questions. Voilà, et donc quand il prend la parole maintenant, il généralise. Les gens ont tout fait de penser, bon, est-ce qu'il ne veut pas parler de ce qui se passe au Bénin, mais il le dit de façon voilée, déguisée. Donc, du coup, toutes les interprétations sont possibles. Et malheureusement, quand vous faites ces interprétations et que l'intéressé en arrive à démentir, ce n'est pas bon. Et parce qu'il a interpellé et il parlait des professionnels des médias, il a rappelé la déontologie, il a rappelé les administrateurs de WhatsApp, tout ça. Ce qui est dommage. Donc, parce que si notre métier, cela suppose que quoi? Seulement que ce que les gens oublient, c'est que le traitement d'une information, c'est que non, l'individu prend l'enquête qu'il veut. Quand vous dites, je vais au village par exemple, oui, vous allez au village pour faire quoi? Marc peut choisir de dire, il va au village pour les cérémonies familiales. Et moi, il dit, mais souvent quand il vient, il va au village, souvent c'est pour aller voir ce qui travaille dans sa famille. C'est que chacun, je vais au village, choisit son angle et dit, bon, il va au village, voilà ce qu'il peut faire, voilà ce qu'il peut faire. Malheureusement, mais je n'encourage pas le fait qu'on déforme les propos des gens, c'est pas bon. Parce que parfois, on prête surtout des intentions à des gens, ça les discrédite et ça amène parfois les difficultés, des mécompréhensions dans les groupes. Notamment, n'oubliez pas que quand même, Bruno Amoussou a été patron du parti UP Le Renouveau. Et en cette période aussi, où ce parti, plus ou moins, s'il ne veut pas reconnaître, est plus ou moins ébranlé avec l'histoire du PRD, ne souhaitons pas que Amoussou Bruno arrive à ajouter le sien. Donc, du coup, c'est vite arrivé où les gens disent, bon, écoutez, Maître Anoumbédi est en train de parler là-bas pour quitter l'UP Le Renouveau. Vous voyez,
Moussou Bruno a déjà parlé automatiquement. Donc, ça permet d'assommer, du point de vue communication, le parti peut le renouveau. Et malheureusement, ça permet également à nous d'avoir de la matière. Non, mais c'est pas pour autant de la matière. Je n'encourage pas ça, je vous ai dit. Parce que si on doit polémiquer sur des trucs comme ça, ça n'a pas de sens. Non, passant. Le plus important, si le patriarche, si à un moment donné, le connaissant, il sent que ce n'est pas bon, je pense qu'il n'hésitera pas à prendre sa responsabilité. Mais s'il ne le dit pas clairement, ne dit pas quelque chose clairement, ne lui attribuez pas des propos. Parce que malheureusement, dans ce pays, c'est vite arrivé qu'on vous attribue des propos, on sort ce que vous avez dit de leur contexte, on interprète et après vous subissez. Parce que autour de vous, imaginez ce qu'on a dit, le nombre de personnes qui auraient peut-être interpellé si le chef de l'État, par exemple, n'avait pas suivi l'intégralité du discours et que c'est une séquence qu'on lui a envoyée, parce que ceux aussi qui sont au service du renseignement ont aussi envie de faire plaisir au chef pour montrer qu'ils sont en train de bien faire. Certains vont vous couper une séquence envoyée sans l'intégralité, ça va l'irriter d'abord, et puis après on se rendra compte qu'au fond, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Donc je pense qu'il faut éviter ça, véritablement. Et que les gens aussi aient le courage de dire ce qu'ils pensent véritablement. Hein. Bon, c'est vrai qu'on sait très bien que, par crainte d'un certain nombre de choses, je sais que Bruno Moussou ne craint pas outre mesure quelqu'un. Mais Laurent Tonekes, d'une manière ou d'une autre, nous avons quand même soif d'entendre parler à Moussou Bruno sur un certain nombre de sujets d'actualité du pays. C'est quand même une personnalité politique pas des moindres de ce pays. Ce que je retiens de Bruno Moussou, c'est l'homme constant, au-delà de tout. C'est-à-dire, il vous soutient jusqu'à la fin. Et à la fin, quand vous avez fini, il peut décider de vous lâcher. Et donc, ce n'est pas exactement notre pépé de l'autre côté. En réalité, lui, il peut vous soutenir au début, au milieu, il peut vous lâcher. Premier ministre, au début de mandat 96, après au milieu, il est parti. On a vu un peu. Donc, oui, et on a vu un peu avec 2016 également, des opposants farouches du régime soutenu, le candidat du régime encore. Et puis après, il y a ce balance-là. Cette balance. Donc maintenant, Bruno Moussou, c'est le prototype tranquille, très calme, mais très dense politiquement, qui est constant. Moi, ce que je retiens de cet homme, c'est sa constance dans les idées. Il prend une position, il assume jusqu'au bout. Il a soutenu Patrice Talon. Il ne réagit pas pour réagir aussi. Il ne réagit pas pour réagir. En fait, ce qui discrédite les acteurs politiques, c'est ça en réalité. Dans la région Koufo, il reste maître du terrain. Alors, celui qui nous a amené en 2016, qu'il a soutenu, vous imaginez qu'il retourne vers les gens pour dire encore non. La seule chose, c'est de l'aider, continuer à le conseiller et prier pour lui. Jusqu'au moment où à la fin, il finit, bon, écoutez, je l'ai conseillé, je l'ai amené, il n'a pas comblé mes attentes, et donc je n'ai pas voulu le lâcher en cours de mandat, mais voilà ma position désormais. C'est en cela qu'il est différent de certains acteurs au Bénin. Allez, Mac Goudjanou, Moussou Bruno est à la une de presque tous les quotidiens du jour. Après un silence énorme, quelle est votre appréciation? Bon, je pense que c'est d'abord un bon coup de communication, s'il faut le dire. Parce que, beaucoup de communication. Oui, bien sûr, parce que si beaucoup de journaux en parlent et relaient, sûrement, c'est parce que peut-être à un moment, ils ont également relayé ces informations et qu'ils se sentent concernés dans la méthodologie qui doit guider le travail journalistique. Et donc, il faille quand même qu'ils rétablissent également la vérité. C'est vrai que dans l'actualité, vous avez suivi avec et moi, lorsque le président Adrien Ongbedi avait pris la parole en temps pour dénoncer un certain nombre de choses. Et dans cette même idée, beaucoup s'attendaient à ce que peut-être le président Bruno Moussou également puisse se prononcer sur un certain nombre de questions qui fâchent les Béninois. Mais ce qu'il n'a pas fait. Et donc, sûrement qu'il était déjà guetté, il était surveillé de près, et cette sortie était une occasion, d'accord, que ce soit... de saisir l'opportunité. Oui, pour lui de s'exprimer par rapport à l'ouvrage qui est sorti. Mais là, il était là justement pour un objectif bien précis. Exactement. Et donc, il était surveillé de près pour que, en tout cas, tous ceux qui étaient là puissent quand même essayer de trouver dans ses propos
un grain d'éléments qui puisse leur servir à pouvoir quand même alimenter l'opinion publique. Et donc, c'est ce qui a été fait. C'est vrai que dans ses propos, il indexe également les intellectuels africains, pas seulement béninois également, parce que il faut remarquer que le président Amosou Bruno est toujours dans une dynamique panafricanisme. Et donc lorsqu'il porte des arguments comme ça, et n'oubliez pas que l'ouvrage parle de démocratie et de bureaucratie. Cela implique quoi? Ça implique le fait que forcément, la démocratie telle qu'on le rêve aujourd'hui, en Afrique et un peu partout, ça ne doit pas se limiter à des cadres ou à des intellectuels qui vont s'asseoir toujours dans leur bureau afin de pouvoir mieux réfléchir aux problèmes, mais également trouver par voies et moyens des solutions pour pouvoir quand même apporter un plus. Et c'est ce que dénonce également le président Amosou Bruno pour dire qu'on doit avoir des intellectuels debout. Mais le cas de figure de l'Afrique, ça se répercute également sur le Bénin, puisque le Bénin fait partie de l'Afrique. Et donc, beaucoup l'attendaient réellement également sur ces questions, sur ce sujet-là. Et donc, dès qu'il a abordé seulement un pan de la question, beaucoup de confrères ont pris. Et tel que vous l'avez vu après la sortie d'Adrien Mbedi, vous avez vu comment l'information a été divulguée parce que ça arrangeait forcément un camp, parce qu'on ne l'attendait pas à se prononcer sur une question assez sensible, parce que ce sont des proches du pouvoir actuel, ne l'oublions pas. Amosou Bruno également est un proche du pouvoir actuel. Et donc, sur un certain nombre de questions qui fâchent l'opinion publique, c'est d'autant plus un peu difficile de le voir se prononcer dessus. Ce qui fait qu'il a gardé sa position de sagesse et qu'il ne voudrait pas forcément être mélangé peut-être à Maître Adrien Mbedi qui aujourd'hui est décrié par... On voit que les deux n'ont jamais été d'accord sur un point de vue. Voilà. Donc, du coup... Il a fallu le départ de Amosou Bruno pour que Mbedi accepte rejoindre du pays de renouveau. Merci beaucoup. Et donc, il ne faudrait pas qu'après les propos de Mbedi, que les gens retiennent, en tout cas, tirent quelques extraits de ces propos. Oui, mais lui-même, on l'attendait énormément, on l'attendait depuis. Mais l'autre chose qu'il faut... la question qu'il faut se poser, et que moi je me pose... Quelle est cette question? Est que tout ce qu'il a souligné comme problème, ce sont des problèmes également qui sont inhérents au Bénin. C'est des réalités générales que nous vivons également au Bénin. Et bien qu'il n'ait pas eu l'occasion de se prononcer sur la situation ou sur les éléments dont on a parlé aujourd'hui, je pense que lui-même, en tant qu'intellectuel, en tant que grand cadre et en tant que, je dirais, un doyen, d'accord, de la classe politique béninoise et de la classe intellectuelle béninoise, d'accord, est-ce que son silence par rapport à tout ce que la plupart ou de la majorité des Béninois dénoncent aujourd'hui, en ce qui concerne la morosité économique, de la situation politique qui n'est pas du tout reluisante, d'accord, et compte tenu d'un certain nombre de problèmes, d'accord, liés aux Béninois. Et en tant qu'intellectuel lui-même, il ne s'est jamais prononcé là-dessus, d'accord. Et donc, lorsque je mets à part, je ne veux pas défendre ceux qui n'ont pas mis ces propos dans le contexte qu'il faut, je ne veux pas défendre ceux-là. Ça, c'est un travail qui n'a pas été bien fait par les professionnels des médias que nous sommes. Et donc, les responsabilités sont situées d'autre part. Mais lorsque je laisse ce pan et que je viens à la personnalité du doyen Bruno Amosou, par exemple, du Renard de Diakoto, merci beaucoup, de Diakoto, mais en tant que acteur politique, en tant que fait animal politique. Et lorsque je le prends également en tant qu'intellectuel, d'accord, est-ce que par rapport aux réalités du Bénin, par rapport aux réalités des citoyens, que tout ce que vivent les citoyens, depuis 2016, je pourrais dire, parce qu'on a changé de mandat, on a changé de président également, et donc qu'il fait partie de ces cadres-là qui soutiennent le pouvoir en place. Ça veut dire que pour lui, tout va bien au Bénin depuis cette époque. Et lui, en tant qu'intellectuel, et lorsqu'il dénonce, d'accord, ou bien il veut réveiller, d'accord, les intellectuels africains par rapport à un certain nombre de problèmes dont lui-même il fait partie des intellectuels africains. Et ça veut dire que lui-même il a sa part de responsabilité, d'accord, dans tout ce qui se fait en tant qu'Africain et en tant que Béninois. Et également, lorsqu'on doit en parler, on va partir d'abord de ton pays d'origine, parce qu'il est Béninois. Donc on va tenir compte du contexte béninois d'abord pour voir quel apport lui-même il apporte en tant qu'intellectuel béninois par rapport aux problèmes qui sont les problèmes que tous les Béninois constatent aujourd'hui. Quelle dénonciation lui-même il en fait d'abord en tant qu'intellectuel d'abord. Maintenant, secondo, en tant que politique,
Et donc, jusqu'à vouloir également condamner le fait que certains intellos, d'accord, africains, n'arrivent pas à donner de la plus-value pour changer le paradigme il ne faut pas parler africain. pour parler. Et donc, il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler en tant qu'aîné. Et également, en réveillant les consciences, il faut également qu'on sente une honnêteté, d'accord, dans tout ce que vous dites, parce que cela, lorsque vous le dites, est-ce que dans vos faits et gestes, ce que vous dites, est-ce que ça reflète réellement ce que vous êtes en train de faire, ou bien ça reflète également le soutien que vous apportez au régime actuel? Et donc, lorsque je laisse ce volet en ce qui concerne le démenti par rapport à ces propos, et que je reviens à la personne de Maître Bruno Amoussou, je pense que tout ce qu'il dit va en contradiction peut-être forcément avec tout ce qu'il nous a laissé faire croire, parce que nous ne l'occultons pas. On sait que le Bénin aujourd'hui a de réels problèmes, mais ce n'est pas seulement que le Bénin, ça là je suis sûr, par rapport aux difficultés économiques, il ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, par rapport aux réalités politiques également, on a des problèmes qui sont là aujourd'hui et que beaucoup d'autres reconnaissent. La preuve, même son alter ego qui est Adrien Ongbedi par exemple, qui est également un doyen de la classe politique, qui est également un intellectuel très fin également, a pu dénoncer à un moment donné, faisant partie de la même famille que lui. Ça veut dire que le doyen Bruno Amoussou est-il aveugle des réalités qui sont au Bénin? Ça, je me pose la question. Allez, Laurent. Non, je crois que tout à l'heure, je disais que si les gens veulent parler, ils n'ont qu'à avoir le courage de parler. Je crois qu'en suivant Marc qui rejoint, il déteste ce que je disais à peine voilé. Oui, au fond, malheureusement, c'est ça la réalité chez nous. Je disais, oui, il y a la conscience dans les idées de Maître Adrien Ongbedi, de Bruno Amoussou. Quand on le suit depuis un certain nombre d'années, c'est que c'est le personnage qui suit et qui soutient, supporte jusqu'à la fin. Après, il peut vous lâcher. Sauf qu'à un moment donné... fidèle. Oui, politique fidèle. Oui, sauf qu'à un moment donné, de la réalité de la vie des citoyens, il faut prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, si on voit que les problèmes que nous dénonçons au plan africain, parce qu'en réalité, Marc l'a fait si bien de présenter le tableau, dans quel pays africain, malheureusement, en tout cas, où on n'a pas les problèmes que nous avons au Bénin. Les mêmes problèmes sont observés. Ce que nous dénonçons ici au Bénin, tous les jours, vous allez en Côte d'Ivoire, c'est le quotidien des Ivoiriens. Ce que nous dénonçons ici, c'est le quotidien des Togolais. Bon, eux, c'est un autre level, c'est un autre niveau, ça raille plus que le nôtre. Mais ce que nous dénonçons, c'est même dans les pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, même si, bon, là-bas, c'est des militaires qui sont au pouvoir. Ce n'est pas le même taux de pourcentage. Non, ce n'est pas exactement la même chose. Sauf que si vous généralisez une situation au plan africain, vous devez pouvoir avoir le courage de dire aussi chez nous, ça ne va pas. Et c'est en cela, même si j'approuve, je soutiens la conscience dans les idées de M. Bruno Amoussou, j'estime qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire, même si on soutient. Parce que, oui, les problèmes évoqués, Marc fait bien de le rappeler, par Maître Adrien Ongbedi, ne sont pas étant des problèmes inventés de toutes pièces. C'est les difficultés que nous vivons au quotidien. Et Bruno Amoussou est au Bénin, en tout cas, parce que ça, il n'a pas encore quitté le Bénin. Il vit au Bénin. Et il n'a jamais pris la parole à proprement parler pour remettre en cause un certain nombre de choses, histoire d'aider son filleul qui est au pouvoir, d'améliorer les choses. Donc, est-ce que c'est à la fin qu'il prendra sa position comme d'habitude? On attend de voir vivement que les politiques aient le courage à un moment donné de dire exactement ce qu'ils ont envie de dire. Parce que quand vous dites ça, que vous généralisez au plan africain, et qu'on sait que les mêmes problèmes s'observent dans nos pays, les gens peuvent facilement dire, bon écoutez, si vous généralisez qu'il y a, mauvaise organisation des élections dans les pays africains, par exemple, parfois. Vous le dites, c'est un fait général en Afrique, hein, sous les tropiques. Le Bénin n'est pas épargné, malheureusement. Si vous dites qu'il y a mauvaise gouvernance dans bien des secteurs, d'accord, en Afrique, le Bénin n'est pas épargné. Quand vous dites chasse aux sorciers en Afrique, par exemple, le Bénin n'est pas épargné. Donc, ce que vous dénoncez au plan africain s'observe. En matière de corruption, le Bénin est épargné, Laurent Tonekes. Oui, ça dépend de votre position pour voir si le Bénin est épargné en termes de corruption. C'est vrai, on a fait des efforts, mais le Bénin n'est pas épargné. Parce que peut-être que si vous cherchez bien,
la corruption au Bénin a pris d'autres proportions que vous ne maîtrisez pas. Donc, n'affirmez pas ce que vous ne maîtrisez pas. D'accord. Allez, bon, moi je voudrais quand même rejaillir sur la question pour dire qu'il faut comprendre également la position du doyen Benoît Amoussou, parce qu'il faut dire, tel que Laurent l'a dit, il a dans le pouvoir d'État des enfants, je dirais, des enfants politiques, des filles. D'abord, le chef de l'État, ils sont déjà là. Les députés sont nombreux. Exactement. Dans le Koufo, regardez, ils sont fait carton plein. Et donc, le fait de ne pas se prononcer sur un certain nombre de questions, c'est peut-être parce qu'il a peur des représailles à l'endroit, pas forcément de sa propre personne, mais à l'endroit peut-être de ses filleuls. Et donc, il craint, d'accord, et aussi, vu les enjeux qui viennent, il faut qu'il soit aussi un peu méfiant, mais lorsqu'il prend le courage de pouvoir sortir certains propos lors de la sortie d'un livre, qu'il permette également qu'on arrive à le critiquer. Moi, je crois que, Marc, vous faites bien de préciser. Écoutez, vous allez au Parlement, d'abord les élections de 2023, vous allez voir que dans le Koufo, l'UP, le renouveau a fait pratiquement carton plein. Et pratiquement ceux qui ont été positionnés dans cette région, ça n'a pas été fait sans président Amoussou. Ils sont nombreux à des postes oui, ils sont nombreux à des postes de responsabilité. Alors, s'ils se démarquent de Patrice Talon aujourd'hui, qu'on ne commence pas ouvertement à ficher sa position, quel serait le sort de ces acteurs politiques-là? Comment ça va se passer? Donc, je crois. Et voilà, il a été président de l'UP Le Renouveau. Ça va être difficile pour lui d'enlever de la tête de nos compatriotes du Koufo l'UP Le Renouveau. Parce qu'il sera là, mais on pourra faire sans lui. Comment les sympathisants, les militants vont prendre ça. Oui. Vous voyez un peu, avec d'autres formations que je ne vais pas citer, on a vu comment ça a été difficile d'enlever ça de la tête. L'autre chose est que depuis quand il ne se prononçait pas, qui s'en est plaint? Personne ne s'en est plaint. Et donc, du coup, quand il a décidé de se prononcer sur un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'Afrique, et donc le Bénin fait partie de l'Afrique, qu'il permette quand même qu'on puisse lui dire certaines vérités le concernant, en tant qu'acteur politique, et également en tout ça fait partie du jeu. Sauf qu'on n'encourage pas sur ce plateau que les gens sortent les propos de leur contexte. Seulement que si on prend la parole, ayons le courage de parler aussi de notre pays. D'accord. Allez, Laurent Tonengues, tractation pour la présidentielle de 2026. Deux personnalités, Bertin Koyovi, un cauchemar pour Joseph Diogbenou, affirme et s'exclame le grand regard dans sa parution du jour. Oui, je crois que Maître Joseph Diogbenou ferait mieux d'éviter Bertin Koyovi de faire la paix avec lui. La meilleure option. C'est ce que quel est le rapport? C'est le conseil que je donne. Non, je ne sais pas, parce que vous avez, dans tout ce qui se passe, vous voyez la réaction de Bertin Koyovi. Bertin Koyovi qui ne fait pas de cadeau à Maître Joseph Diogbenou. Très présent sur les réseaux sociaux. Hein, de toute façon, il a choisi. Et Bertin Koyovi, ce n'est pas le politicien que vous allez censurer dans un parti et qui aura mal. C'est ça le drame, le problème véritable qu'ils ont au niveau de la mouvance. C'est-à-dire qui l'on sanctionne. Il y a des gens, dans les formations politiques, les sanctions aujourd'hui, ils ne vont pas dormir. Ils auront tous les problèmes possibles. Et ils savent très bien. Bertin Koyovi, lui, c'est, comment vous appelez, l'Iroko qui n'a peut-être plus peur de quelqu'un, et qui dit ce qu'il pense. C'est un personnage atypique, versatile à bien des égards sur certains sujets, mais pour le courage qu'on lui connaît au sein de la mouvance, qui dit ce qu'il pense à qui il veut, et il continue son chemin. On a vu ce qu'il a dit à Biotchane, on a vu ce qu'il a dit à Roger Wadaï, et ce qu'il a dit. Mais Joseph Diogbenou aujourd'hui, avec la situation avec le PRD, on a vu toutes les prises de position de Bertin Koyovi, qui par le passé quand même a été un collaborateur de Maître. Oui, mais quand on parle de cauchemar pour Joseph Diogbenou, comment Bertin Koyovi puisse être un cauchemar pour... Comment cauchemar, c'est quoi? Le gars, il l'empêche de dormir. Parce que quelqu'un qui est de la mouvance, d'accord, qui dit soutenir votre chef, vous avez le même chef. Mais il y a une situation et il prend position pour peut-être l'autre camp. Et évidemment, ce qui ne renforce pas Maître Joseph Diogbenou. Quand on voit toutes les démonstrations que nous avons faites et que relayées ou bien reprises, en tout cas à sa manière, pas Bertin Koyovi dans la question de la crise entre le PRD et l'UP Le Renouveau, il y a matière à se dire, mais finalement, Bertin Koyovi roule pour qui? Ou bien il veut toujours être dans la vérité, il veut être différent des acteurs politiques. Et oui, moi je le prends comme ça, comme un personnage qui veut être différent, qui dit ce qu'il pense, quitte à vous de prendre ça positivement ou de le combattre. Mais je pense que dans cette lutte, tout ce que dit Bertin Koyovi, si nous avons failli à un moment donné, nous devons avoir le courage de dire nous avons failli et nous capitulons et nous nous préparons pour que les fois à venir, nous ne fassions plus les mêmes erreurs. Sauf que, oui, si dans la course à la présidentielle, tout ce que Bertin Koyovi dit aujourd'hui et ce que
on a comme l'impression qu'il ne sent pas Maître Joseph Diogbenou. C'est pourquoi il dit que Maître Joseph Diogbenou ferait bien de l'inviter. Ils sont tous de la mouvance, qui travaillent, discutent autour d'une table, qui se parlent en toute franchise, en toute sincérité. Et là, ça peut calmer Bertin Corville, ça peut limiter ses sorties et le renforcer. Parce que, malheureusement, hein, si il doit être dans la course et avec ce qu'on voit là, je pense que Bertin Corville n'hésiterait pas à le combattre. Parce qu'il ne cache pas ses impressions dans une certaine mesure. Bon, maintenant... Est-ce qu'il n'a pas déjà commencé par le combattre? C'est ce qui justifie peut-être... Ils se combattent tous dans la mouvance. Ce n'est pas Corville seul qui fait. Au moins, lui, il a le courage de dire publiquement ce qu'il pense. Il y a des gens qui sont catapis dans l'ombre là, qui se combattent. Et ils se font mal au quotidien. Ils savent ce qu'ils font. Bon, je ne vais pas citer des noms. Vous les connaissez? Mais certains, sa famille savent ce que je dis. Et ils savent très bien, je sais bien, qu'ils savent que je sais ce que je dis. C'est que pour vous dire quoi, Bertin Corville, lui, au moins publiquement, il l'extériorise. Mais il y a d'autres là, qui sont même proches de Joseph Diogbenou, mais qui le combattent au quotidien quand il lui tourne dos. Donc, je pense que celui qui vous combat publiquement, comme qui dit ce qu'il pense, cette personne, c'est quand même, il faut faire la démarche. Il faut faire la démarche. Il ne s'agira pas d'envoyer les clés. Tête à tête avec lui. Oui, il ne s'agira pas de faire. Mais vous êtes de la même famille politique. Et vous avez fait. Moi, je dis dans cette affaire de UPPRD là, les gens ont fait des erreurs. Et ça, ils sont en train de payer ça. Il ne sert à rien de se voiler la face pour dire que Maître Adrien Ngoumbedji, au-delà de ce que je peux reprocher à Maître Adrien Ngoumbedji pour son personnage, ce qu'il est, c'est que les autres de leur côté aussi ont failli. Et donc, quand vous faites des erreurs, vous reconnaissez les erreurs. Et vous dites, bon, maintenant, nous avons fait des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait pour contourner? Dès le début de cette crise, moi, il disait, appelez Maître Adrien Ngoumbedji, allez à la discussion, allez à la négociation. Bon, c'était moins insulté pour dire qu'est-ce qu'il dit. Mais quand ça a pris une autre tournure maintenant, là, nous sommes en train de constater. Ça a pris une autre tenue, c'est difficile maintenant de remonter la pente. De recadrer les choses. C'est pas possible. Mais quand Ngoumbedji fait déjà pour lui, Corville qui se réclame du BR, dit pour lui. Corville, il y en a peut-être d'autres, nombreux dans le parti BR, qui ne parlent pas. Mais qui tous les jours font des réunions sur des réunions dans des maisons. Qui vont peut-être parler dans les jours à venir, Laurent. Évidemment. Allez, Mac Godianou, oui, le journal parle de cauchemar entre les deux personnalités, Bertin Corville et Joseph Diogbenou. Est-ce qu'il peut y avoir effectivement cauchemar? Bon, ça dépend de la personnalité de chacun. Et lorsque je prends la personnalité du président Joseph Diogbenou et je prends la personnalité de Bertin Corville, il faut remarquer qu'ils n'ont pas le même charisme, d'accord? Ils n'ont pas la même méthodologie, ils n'ont pas les mêmes visions, d'accord? Et donc l'autre en tant que président mais ils appartiennent tous à la mouvance. Oui, mais l'autre en tant que Bertin Corville n'est pas un membre influent de l'UPR, à ce que je sache. Diogbenou, il est président de l'UPR. Et donc lorsque je parle en termes de charisme, par exemple, il n'incarne pas la même personnalité. Et donc, ce qui serait peut-être un peu paradoxal, c'est que Diogbenou puisse vouloir peut-être se mettre au même pied d'égalité que Bertin Corville. Qu'on sait déjà que Bertin Corville est quelqu'un dans ses prises d'opinion. Et dans ses prises de parole, il est un peu marginal. Et donc, il n'hésite pas, c'est vrai, à dénoncer un certain nombre de choses, mais avec la manière qu'on lui connaît. Et donc, exactement, qu'on lui connaît. Et donc, il est dans tous les essais possibles. Il n'a pas besoin de nos caméras, de nos enregistreurs. Donc, c'est quelqu'un qui aime le sensationnel. Même le Bertin Corville qu'on a connu par le passé, même quand il se présentait en tant que candidat aux élections en 2016. Vous l'avez connu par le passé. En tant que candidat, de toute façon, je suis journaliste et donc je ne peux ne pas observer l'actualité. Et donc, lorsque je prends Bertin Corville et que je le vois par le passé en tant que candidat aux élections présidentielles, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime le sensationnel. Il va au niveau des cimetières, il fait tout ce qu'il veut faire, il fait tout. Exactement. Et donc, quand tu prends une personnalité comme ça, qui est dans la distraction, moi je parle de distraction, mais parfois dans ses opinions, il y a une certaine vérité, il y a de la matière qu'on peut prendre dedans. Il y a du concret parfois. Ce qui serait mieux est que peut-être que le président Diogbenou ne rentre pas
dans sa danse et qu'il puisse prendre de la hauteur par rapport à ce que Parce que nous parlons quand même de président de parti. Exactement, en observant pour voir si en réalité dans tout ce que Bertin Kaovi dit, est-ce qu'il n'y a pas des parts de vérité? Est-ce qu'il n'y a pas des nœuds dedans que je peux appréhender en tant que président de parti et dont je peux m'en servir par exemple pour régler un certain nombre de problèmes? Et pour m'améliorer. Quitte à ce que on sait déjà également que Bertin Kaovi également dans sa dynamique peut-être il est en train de rechercher à ce qu'il y ait peut-être beaucoup plus d'approche et beaucoup plus de contact avec le président Diogbenou. Qu'on s'intéresse à lui. Voilà, qu'on s'intéresse à lui. Peut-être ce qu'il n'a pas. On l'a vu lorsqu'il est revenu, d'ailleurs, de son exil forcé. De son exil forcé. Volontaire. On sait tout ce qu'il a fait après, on sait comment ça s'est passé. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut qu'on s'intéresse à lui. Et c'est sa façon peut-être de le faire. Et donc, il est au président du parti qui, en tant qu'homme politique, en tant qu'acteur, en tant qu'intellectuel, puisse analyser pour voir de quelle façon cet acteur politique, en tant que Bertin Kaovi, peut m'être utile. Et s'il doit m'être utile, est-ce qu'il faut peut-être que je puisse discuter avec lui, voir avec lui quels sont les mécanismes qu'on puisse mettre ensemble pour s'entendre, d'accord, du même violon. Et donc, être un cauchemar, je pense que c'est trop parler parce qu'aujourd'hui, la personnalité de Bertin Kaovi n'inspire pas forcément confiance à un acteur politique que ce soit. Et lorsque je prends celui-là, par exemple, je prends Bertin Kaovi, je ne puis pas dire, par exemple, qu'il draine, par exemple, un électorat derrière lui ou qu'il est un grand acteur politique lorsque je prends un certain nombre d'acteurs politiques au niveau de la mouvance présidentielle. C'est ça, je vous dis, on connaît la personnalité de celui qui parle. Donc, il ne dira rien aujourd'hui qui puisse étonner un certain nombre d'acteurs politiques, par exemple, qui soient dans la mouvance que dans l'opposition. Ce qui fait que c'est un peu plus difficile de travailler avec quelqu'un comme ça qui est un peu versatile dans ses opinions, dans ses prises de position, ou qui aime un peu le sensationnel. Parce que là, on ne peut pas forcément s'attendre à quel revirement, d'accord, de situation on aura avec lui, d'un instant T à un instant Is. Et donc, du coup, il va falloir peut-être au président du parti UPR de prendre de la hauteur, de pouvoir voir est-ce que Bertin Kaovi pourrait lui être utile. S'il sent que Bertin Kaovi lui serait utile, ce serait à lui de l'appeler, de pouvoir discuter avec lui. S'il sent à un moment donné que le fait qu'il revienne discuter avec lui peut lui être encore un talon d'Achille, à lui d'analyser et de voir si tant est que Bertin Kaovi un cauchemar pour Diogbenou, je pense que c'est trop parlé déjà, c'est aller trop loin, parce que je ne vois pas en réalité, mis à part l'agitation des réseaux sociaux et l'agitation peut-être au niveau de la classe politique, je ne vois pas quel impact, par exemple, il pourrait avoir de façon... d'un certain Diogbenou, de façon très rationnelle et très technique. Je ne vois pas. Parce que tout ce que Bertin Kaovi fait, tout ce à quoi il nous a habitués, c'est le sensationnel. C'est la distraction. C'est la distraction. Et donc, du coup, c'est vrai que je disais tantôt que dans cette distraction, il faut percevoir peut-être qu'il y a des vérités qu'il est en train de dénoncer. Et s'il y a des vérités, ça revient au chef du parti de pouvoir quand même... D'attirer profit. D'attirer profit et de pouvoir l'intéresser, de l'amener, de parler avec lui. Peut-être que c'est ce qu'il est en train de rechercher. Allez, Laurent. Moi, je crois que oui, au-delà de tout, oui, Marc parle de... Joseph Diogbenou parle de charisme et parle de Bertin Kaovi pour dire qu'il ne doit pas revenir au même niveau que Adrien Ogbédi. Attention, attention, parce que, c'est pourquoi je dis attention. Je dis attention parce que une fourmi peut faire tomber un éléphant. Aussi minuscule que soit la fourmi. Un fourmi stratégique, qui est très stratège. Aussi petite que soit la fourmi, elle peut faire tomber un éléphant. Et je rappelle que... C'est pas toutes les fourmis qui sont intelligentes. Non, Bertin Kaovi... Les fourmis ne sont pas n'importe quelle fourmi rentre dans la trompe. degré. N'importe quelle fourmi rentre dans la trompe d'un éléphant. Il faut qu'il arrive déjà à rentrer dans la trompe. Puisque tous les fourmis n'arriveront pas à rentrer dans la trompe de l'éléphant. Aussi banal qu'on peut sous-estimer Bertin Kaovi, c'est un élément de la mouvance présidentielle et qui dit soutenir le chef de l'État. Et donc, au-delà de tout, vous avez reconnu que dans ce qu'il dit, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Quand je prends, exemple simple, quelqu'un qui est venu nous distraire, et il faut l'avouer, je suis d'accord avec vous. Qui nous permet quand même d'oublier les choses. Il est venu nous distraire en 2016 avec cette affaire de Iroko. Moi, je l'ai rencontré personnellement. Je l'ai rencontré personnellement au Bénin Marina Hotel, dans sa suite qu'il avait louée et qui prise à l'époque. Il était sûr d'être président. Bon, il était très sûr d'être président. Mais dans cette distraction qu'il a orchestrée en 2016, là, il a réussi à avoir 11 000 voix, plus que certains ministres.
C'est-à-dire des gens qui ont été ministres, les mêmes Daniel Ida avait 3 000 voix. Lui, il avait 11 000 voix. Et ce n'est pas peu. Ce n'est pas peu. Peut-être qu'avec le temps et avec ce qu'il fait de sensationnel, puisque les Béninois, il y a une partie des Béninois, il y a une petite partie des Béninois qui aiment le sensationnel. Tous les Béninois ne sont pas sur les réseaux sociaux. Non, je dis il y a une partie des Béninois. Je dis il y a une partie des Béninois qui aiment le sensationnel. Et quand d'ailleurs, c'est au sein de la mouvance que quelqu'un prend la parole, aussi insignifiant qu'il soit, ce qu'il est de la mouvance, jusqu'à l'heure où nous parlons là, on ne nous a pas dit officiellement qu'il n'est pas de la mouvance. Il n'a jamais été radié du parti BR. Il est de la mouvance. Donc, le fait qu'il soit de la mouvance en train de dire, ça intéresse certains Béninois. Pour dire, ah, il est pas mieux, pourtant il dit ça. C'est vrai que oui, c'est de la distraction, il nous distrait à la limite parfois. Mais je pense... Et ça nous fait quand même du bien. Non? Quand je dis, ça vous fait du bien. À vous. Hein. Ça peut quand même d'oublier... non, moi, ça peut faire du bien aux opposants. Oui. Bon, moi, je ne suis pas un opposant, peut-être sauf que vous êtes un opposant. Non, et ça vous fait du bien. Non, bon, voilà. Est-ce que je peux avoir du parti? Faisons la paix. Oui, justement, c'est pourquoi quand vous dites ça nous fait du bien, je vais me débarquer en même temps. Parce que quand vous dites ça comme ça, les gens vous diront, ah, donc, ces journalistes sont des opposants. Non, non, pas du tout. Non, il y a des interprétations que les acteurs font, malheureusement. Donc, ça, ce que je veux dire, c'est que véritablement, quand je dis que Maître Djogbenou pourrait appeler Bertin Kovi, ce n'est pas de l'appeler devant caméra et micro. Ils savent comment ils appellent les gens. Quand les gens ne sont pas d'accord avec eux, les gens ne sont pas d'accord avec eux. Là. Ils savent comment ils les appellent, ils les voient notamment pour faire des séances, pour discuter, ils règlent les problèmes. Parce qu'il ne sert à rien de voir quelqu'un, puisque si Joseph Djogbenou en arrivait à être le candidat de la mouvance, il va falloir que le BR aussi le soutienne. Et qui dit BR dit un certain nombre de courants. Et si en réalité quelqu'un du BR en arrive à lui tirer dessus tout le temps, comment est-ce qu'on pourra commenter les brèches quand il sera candidat? Je pense que véritablement, aussi insignifiant qu'on peut penser qu'il est, qu'on peut penser, Bertin Kovi, je pense que en politique, je continue de dire, il n'y a pas de soustraction, il n'y a pas de division, il n'y a que la multiplication et l'addition. Il faut dire, je voudrais renchérir également, pour dire que bien que Bertin Kovi soit du bloc républicain, et qu'on sait qu'au niveau du bloc républicain et qu'au niveau de l'UPR, il y a cette guerre de leadership, d'accord, entre les deux grands partis politiques. Et entre les acteurs également qui sont à la tête de ces partis politiques. Parce qu'il s'agira également, tel que le président l'a dit, de pouvoir dégager également un duo présidentiel pour les élections à venir. Est-ce que Bertin Kovi n'est pas dans un jeu? Est-ce qu'il n'est pas dans une manipulation? Est-ce qu'il n'est pas, d'accord, orienté ou téléguidé par d'autres acteurs? Par d'autres acteurs qui du BR également, qui sont tapis dans l'ombre et qui, sachant que Bertin Kovi est dans la distraction, il peut sortir, il peut sortir, il peut dire ce que eux, en tant qu'acteurs clés du BR, ne peuvent pas aller sur la place publique pour dire. Ils peuvent utiliser Bertin Kovi comme un élément, d'accord, pour pouvoir essayer de discréditer. Merci d'avoir de prendre le point sur ce temps. Parce que, justement, donc, oui, c'est pour ça qu'on est là, justement. Et donc, perçu de cette façon, il reviendra, tel que je l'ai toujours dit au président de l'UPR, de voir si ce n'est pas un piège qui est en train de lui être tendu et qu'il ne devrait pas forcément, c'est pourquoi je dis qu'il doit prendre de la hauteur parce qu'il ne devrait pas rentrer forcément dans ce jeu-là et essayer de résoudre le problème d'une autre façon, mais pas sur les réseaux sociaux ni sur la place publique. Quand Marc dit ne pas rentrer dans ce jeu, il faut que les gens comprennent ce qu'il veut dire par là, parce que le problème c'est ne pas vouloir répondre du tac au tac. Tout à fait. Mais de chercher à régler discrètement. Parce que vous allez rentrer dans le jeu en voulant répondre du tac au tac. Vous allez tout vous faire ridiculiser. Oui. Et lui, il n'a plus peur de rien. C'est-à-dire, il n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner. Et donc, vous l'affrontez, il va vous vilipender sur les réseaux sociaux. Et ça va être difficile pour vous. Parce que, regardez, quand il s'est attaqué au ministre des Finances, il allait jusqu'à aller au niveau des emprunts obligataires en voulant démontrer par plus des choses. Donc, du coup, c'est un personnage du système qui a certainement des éléments et qui est en train de partir étape par étape. Il est en train d'évoluer crescendo. Il a 50 ans. Voilà, donc je pense qu'il vaut mieux chercher à régler ça en douce. Alors, Laurent Tonekes, le dernier sujet, rapidement, obtention du quitus fiscal. Dynamisme Info pense qu'il faut, c'est maintenant déjà le moment d'entreprendre la démarche pour éviter les surprises. Maintenant même, c'est même trop tard déjà. À l'heure où nous parlons, c'est déjà même trop tard.
Parce que quand vous déposez un dossier, on est en juin, pardon. Juillet, on rentre bientôt dans juillet. Juillet, août, septembre, octobre, il y a 4 mois. Donc vous déposez un dossier pour quitter fiscal, on peut vous traîner jusqu'en october. Au moins, il faut déposer les dossiers. Donc vous n'aurez pas ça, les dossiers seront déposés sans vous. Donc, il fallait commencer depuis 2024 à aller au niveau des services d'impôts pour demander ce que vous devez. Déjà les arriérés d'abord, jusqu'en 2024. Et là, vous saurez qu'en 2025, vous n'aurez qu'à payer les arriérés de 2024, 2024 et le courant de l'année 2025. Mais si vous attendez là, ceux qui n'ont pas encore commencé les démarches depuis, qui vont rentrer dans ce processus, je pense que c'est déjà même trop tard. Et ça va être difficile parce que nous savons très bien, vous rappelez, on a suivi tous ensemble, comment est-ce que des leaders, pas de moindres, sont allés faire les rangs au service des impôts, attendre sur la porte DG ou certains acteurs, certains responsables des impôts, sans pouvoir avoir le précieux sésame. Qui vous souviennent de cette situation malheureuse de Patrick Divor, colistier de Ricky Amadougou en 2021, qui vous souviennent, je ne vais pas citer, ils sont nombreux. Et donc, dans cette dynamique, il fallait aller faire le point de ce que vous devez, déjà depuis 2024, pour dire de 2016, puisque malheureusement, cette période est assez importante pour vous, de 2016 à 2024, qu'est-ce que je dois aux impôts? Est-ce que j'ai été régulièrement payé mes impôts? Si je n'ai pas été régulièrement payé mes impôts, il faut régulariser. Mais, écoutez, une voiture, quelqu'un a vendu une voiture à quelqu'un, ça fait longtemps, et il se fait que celui à qui on a vendu la voiture n'a pas fait la mutation depuis plusieurs années, mais on lui a demandé d'aller payer les taxes afférentes. Donc, je crois que ceux qui sont encore dans cette dynamique, qui n'ont pas encore commencé le processus de leur quitus fiscal, elles sont en erreur. Il va falloir pour eux très vite aller, parce que demain... la procédure. Et c'est en cela que je pense que les acteurs aussi parfois pêchent par ignorance. Vous connaissez un système, vous avez été victime de ce système. Et donc, vous voulez attendre des mois, par exemple, les derniers mois, pour qu'on se va courir, et après vous pleurnichez sur les renversés. De 2021 à 2023, ou de 2023 à 2025, ceux qui ont eu des difficultés à avoir le quitus fiscal ne devraient pas attendre 2025 pour se lancer. C'est dès lors que vous avez été bloqué en 2025, qu'il faut déjà 2023, il faut maintenant chercher à savoir et payer tout. Et là, l'opinion comprendra que vous avez raison. Maintenant, si vous attendez maintenant, on vous dira qu'il y a tellement de dossiers, que ce n'est pas une machine qui traite, et que c'est des hommes. On va vous traîner, tourner en rond, et finalement, vous allez planifier sur le lait renversé. Ce serait trop tard. Mac Boudjano, oui. Oui, sur la question du quitus fiscal, je pense que les acteurs politiques qui sont concernés par la chose en ont vraiment conscience et qu'ils savent qu'ils doivent déjà le plus tôt possible enclencher les démarches nécessaires pour pouvoir quand même avoir leur quitus fiscal. Pour ne pas regretter après. Pour le moment, on ne sait pas. Peut-être que même en opinant sur la question, peut-être il y a d'autres qui ont déjà pris de l'avance et qui ont déjà commencé les démarches. Parce que le système des impôts est fait de telle sorte que si vous n'avez pas normalement changé de bâtisse, si vous n'avez pas construit d'autres bâtiments et qu'au bout de l'année 2024, vous savez que vous devez tel montant aux impôts et que vous avez toujours payé, c'est-à-dire à l'année 2025, 2025, vous savez déjà à peu près combien vous pourrez payer, à moins qu'il y ait un redressement fiscal à votre niveau. Ouais. Et donc, du coup, ils doivent se préparer déjà à la chose. S'il y en a qui ont construit de nouveaux bâtisses, qu'ils aillent, de nouvelles bâtisses, qu'ils aillent déjà, en réalité, annoncer cela. Puisqu'il y a la déclaration qu'on peut déjà aller faire préalable, qu'on peut déjà aller faire. Qu'ils aillent faire cela, qu'on aille déjà leur fisser leur montant qu'il faut et qu'ils ajoutent ça au montant qu'ils avaient l'habitude de payer et de déjà régler le problème avant qu'on ne puisse encore venir ici débattre et argumenter pour dire on n'a pas donné quitus fiscal à tel parce qu'il a envoyé son dossier tard, parce que peut-être il n'a pas vite fait, peut-être que le DG des impôts est en voyage, il n'a pas pu. Peut-être qu'il n'y a pas la connexion. Peut-être qu'il n'y a pas la connexion. Et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de processus qui sont digitalisés aujourd'hui, qu'ils en profitent également pour pouvoir essayer de se mettre dans la droite ligne des choses et qu'on ne finissent pas toujours en devenant des éternels pleurnichards par rapport aux réalités que nous-mêmes on connaît. Accuser X ou Y après. Exactement, et d'anticiper déjà sur ces questions-là. Oui, allez, quand vous avez été victime une fois, vous vous réveillez très tôt. Et, en tout cas, le peuple observe pour voir comment est-ce que ça va se passer encore cette fois-ci. Sauf que oui, il faut déjà, bon maintenant, même si les gens ont traîné jusqu'à ce mois-ci, je crois que c'est le plus important maintenant, c'est qu'ils fassent l'effort d'aller vite
dans leurs régions respectives, là où ils résident, pour faire le point de leurs impôts, le point de leur... Puisqu'aujourd'hui, il y a une traçabilité. Vous avez une parcelle jusqu'à Tchoumi. Les choses ne sont plus comme avant. Oui, vous avez une parcelle quelque part, vous avez déclaré déjà, donc du coup, on connaît ce que vous avez comme bien immobilier, et donc et vous devez faire le point, même pour les parcelles non bâties, vous devez payer des impôts. Donc, de ce point de vue, faites le point de ce que vous avez et réglez ça. S'il faut vendre une parcelle pour aller payer vos impôts, allez vendre la parcelle pour payer vos impôts. Non, il y a des gens qui ont compris, ont eu cette ingénieuse idée de vite. Donc, quand vous le faites, et que malgré ça, vous êtes marginalisé, vous subissez ce que vous subissez du fait des intérêts politiques, le peuple est là pour aviser en son temps. Donc, il ne servira à rien de ne rien faire et d'attendre le dernier moment. Ceux qui vont attendre 7 ans pour commencer à courir, pour venir bavarder, je crois qu'on ne doit pas leur faire le cadeau. Allez, merci beaucoup à vous, Laurent Tonekes, Mac Boudianou, merci à vous.